Aujourd'hui, on vous parle de la confrontation entre agrégateurs versus auteurs dans l'univers du contenu. La question, elle est pas si tranchée que ça. C'est pas, si on est auteur, c'est trop bien et si on est agrégateur, c'est qu'on est un suiveur. C'est plus complexe que ça. Si on regarde un petit peu le monde du contenu, finalement, on a beaucoup plus d'agrégateurs aujourd'hui avec des contenus type YouTube et toutes ces plateformes, les blogs, etc., que d'auteurs. Quand tu reprends une idée telle qu'elle est, c'est du plagiat, mais si tu prends 2 idées différentes et que tu les maries entre elles, tu leur fais faire des bébés comme on dit, eh bien là, c'est de l'innovation. Je me souviens, j'avais fait une soirée chez moi et pour rigoler, il y avait une pote qui me dit: «Ouais, en ce moment, tu m'envoies beaucoup moins de messages qu'avant, qu'est-ce qui se passe?» machin et tout, et j'ai sorti le tableau blanc et j'ai fait un schéma, tu vois? OK, bah, c'est cool, j'ai l'impression qu'on a battu des records en termes de durée, mais dans le bon sens cette fois-ci. Bienvenue dans Systemator, le podcast qui vous incite à devenir un auteur. C'est Seb de Somolto.fr et Wessel de wesseljoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Aujourd'hui, on vous parle de la confrontation entre agrégateurs versus auteurs dans l'univers du contenu. Alors en gros, un agrégateur, c'est quoi? C'est celui qui va d'une certaine façon absorber du contenu et qui va le reproposer à sa sauce, tandis que l'auteur, lui, il va plutôt conceptualiser des idées sur base d'expériences et d'études. Et c'est un sujet qu'on avait envie un petit peu de traiter avec Wesley. Voilà, donc on va démarrer, mais avant tout, Wesley, en tant que les gens peuvent faire leur premier pas en tant qu'auteur, de quelle façon? C'est une magnifique, mise, passe en profondeur que tu me fais là, Seb. Vous pouvez devenir auteur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider Systemator à, marquer des points, marquer des buts, marquer les esprits. Voilà, c'est un très bon début pour nous montrer que vous êtes derrière nous et ouais, on va voir si, de quel côté on se situe aujourd'hui, du côté des auteurs ou des agrégateurs. Et justement, vous pouvez prendre votre plus belle plume, je l'ai refait 10 fois, vous l'avez pas eu, mais c'est pas grave, pour écrire un avis hein, sur l'épisode, sur Apple Podcast. Vous pouvez mettre un avis sur le podcast en général. Donc voilà. Et écoute, mon cher Wesley, on va pouvoir commencer. C'est parti. Alors, Wesley, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu le monde du contenu, finalement, on a beaucoup plus d'agrégateurs aujourd'hui avec des contenus type YouTube et toutes ces plateformes, les blogs, etc., avec le web finalement, que d'auteurs, puisque on retrouve la plupart du temps les mêmes contenus, les mêmes concepts un peu partout, dits avec différents angles ou différents exemples, mais globalement, on va retrouver un petit peu le contenu de ces personnes-là sur des chaînes YouTube, sur des blogs, sur des podcasts. Et nous-mêmes, d'ailleurs, sur Systemator, c'est des choses qu'on a un peu faites. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce concept d'agrégateur et d'auteur? Oui, bah, d'ailleurs, je commence par préciser que ce concept-là, c'est Seb et moi, enfin, on l'a pas piqué, où que ce soit. On a vraiment eu cette idée en enregistrant l'épisode précédent. Je dis pas que ça n'existe pas, il faudrait aller voir si des personnes parlent de ça et comparent un auteur et un agrégateur. Mais, mais ouais, cette idée a émergé comme ça de notre conversation avec, Seb, donc je fais cette petite parenthèse pour bien, mettre les choses dans leur contexte Tu es en train de dire et qu'on est des auteurs. bah, enfin, je trouve sur cet épisode, en tout cas, on n'a pas regardé ce qui se faisait ailleurs en se posant la question, enfin, en reprenant cette idée-là. Sur cet épisode-là, en tout cas, l'angle de cet épisode, le titre de l'épisode, en tout cas, il est pas inspiré, en tout cas pas consciemment, de quelque chose qu'on connaît. Enfin, moi, que je connais, Tout en à tout fait. cas. Maintenant, cela étant dit, on n'est jamais 100 auteur dans sa vie. Ça, c'est la première chose que je peux dire. Je le vois surtout dans l'art, dans la musique. On est toujours inspiré, on est toujours inspiré. Maintenant, la question, c'est quelles sont les sources d'inspiration et hem et en fait, où est-ce qu'on est prêt à aller les chercher? Est-ce qu'on est prêt à aller les chercher effectivement dans son expérience propre, expérimenter des choses, tester, faire des erreurs et ça prend plus de temps et CF, ça me fait penser au défi 30 jours de rage, par exemple, où là, il va se lancer un défi, il va vraiment pouvoir créer du contenu basé sur quelque chose que lui a vécu, expérimenté. Donc c'est un retour d'expérience. Par rapport au contenu effectivement qui va être,
de l'agrégation à partir de choses qui ont déjà été testées. Et tu vois, quand tu lis des études scientifiques qui sont basées sur plein d'autres études scientifiques, c'est de l'agrégation, mais il y a quand même un boulot de fond. Donc, Mmh. la question, elle est pas si tranchée que ça. C'est pas si on est auteur, c'est trop bien, et si on est agrégateur, c'est qu'on est un suiveur. C'est plus complexe que ça. Moi, en tout cas, ce que je ressens, et là, je reviens un peu à ta question initiale, c'est que aujourd'hui, effectivement, beaucoup de contenus se ressemblent. On voit très vite les tendances sur le web, sur YouTube, avec le dropshipping, les tendances avec. Aujourd'hui, ça va être quoi? Il y a un moment, il y a eu les crypto-monnaies. On va nous dire, ah, il faut faire ceci, cela. Et, Ouais, il y a pas mal de tendances en tout cas, qui sont à suivre et puis, il y a aussi des incontournables dont on va parler un petit peu tout le temps, par exemple, si tu fais du contenu sur YouTube, dans ta thématique, tu vas avoir tendance à prendre un petit peu les références quoi et en parler. Ouais, exactement, exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir dans des compartiments totalement différents. Mais moi, juste pour finir effectivement sur cette impression que j'ai, c'est que la vraie question, et je sais que Seb, tu seras peut-être pas d'accord et ça sera intéressant au niveau débat, mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que regarder des contenus de dev perso qui te disent que tu dois pas regarder trop de contenu de dev perso, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Moi, j'en arrive un peu là aujourd'hui. Et finalement, la meilleure chose à faire, c'est de tout couper. Alors, pas forcément tout le temps, tu vois, on n'a pas tous les mêmes métiers. Et peut-être pour toi, Seb, c'est important d'être toujours à l'affût, toujours en veille sur le web, à l'affût des news et de ce qui se passe. Mais moi, je ressens que passer du temps hors ligne, que ce soit au sens hors ligne, sans le Wi-Fi, sans Internet, mais même dans ma tête, me déconnecter de tous ces stimuli, et bien, ça me permet de me recentrer sur ce que j'observe de comment je me sens quand je crée quelque chose pour un client, que ce soit de la musique ou du texte. Et bien, voilà, ne pas être tout le temps en train de regarder ce qui se passe et me nourrir de tout ce qu'il y a déjà en moi. Et forcément, j'ai été influencé toute ma vie, quoi. Donc, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. OK. Alors bon, là, c'est un peu un autre débat, hein. C'est finalement, est-ce qu'on cons enfin, en termes de contenu, comment on le crée et cetera. Effectivement, ce que tu dis, c'est que, quand tu absorbes beaucoup de contenu, tu vas peut-être avoir tendance justement à saturer un peu de ce domaine-là. Quelques exemples intéressants, tu as cité Rage, de la chaîne YouTube d'Autodisciple. Ouais. En fait, lui, il a vraiment fait les 2 pour le coup. Il a vraiment fait des concepts ultra originaux, sortis de sa tête quoi, sortis de ses expériences, de ce qu'il a souhaité faire, des choses que tu trouvais pas ailleurs et qui sont riches et d'ailleurs lui-même a écrit un livre qui est super intéressant sur, un mix entre un côté un peu, entrepreneur et en même temps un peu hipster quoi, alternatif en tout cas, que je trouve assez intéressant et c'est là où vraiment, je me suis dit: «Ce qu'il a écrit est unique». Quand j'ai lu son livre, il y a vraiment, tu vois, ce côté unique, quoi. Tu as pas 2 livres pareils, tu vois? Et c'était assez fort. Mais par contre, il a aussi un concept, qui est, les résumés de livres. Il a fait ça énormément, il en a fait des centaines, quoi, que ce soit en public ou en privé, dans des produits et c'est assez intéressant de voir ça, tu vois? Il a un petit peu cette double facette et du coup, ce que je me dis, c'est qu'en tant que créateur de contenu, puisque c'est surtout ça la question, est-ce qu'on n'est pas obligé, en tout cas au départ, d'être un agrégateur et d'avoir conscience en fait que cette case auteur existe et de petit à petit aller vers cette case d'auteur? Tout dépend de ce qu'on fait, du contenu qu'on crée, du domaine dans lequel on évolue. Mais ça me paraît effectivement à peu près incontournable d'être d'abord agrégateur. Euh, on consomme avant de créer, tu vois. On consomme avant de créer. Ça me paraît à peu près incontournable, effectivement. Donc Toi, la réponse est oui. toi, par exemple, si on parle un peu de notre expérience, quand tu as lancé ton premier podcast Explorateur de créativité, tu as fait plus d'une centaine d'épisodes en une centaine de jours. Et comment est-ce que tu trouvais des sujets? Est-ce que c'était des choses qui naissaient de ta tête? Est-ce que c'était des choses que tu avais lues, que tu as digérées et après reproposées à ta façon? C'était quoi un peu ton processus là-dessus? C'était un mix de plein de choses. Effectivement, du contenu que je trouvais en anglais ou sur Internet dont j'avais envie de parler, de remodeler à ma manière. Il y avait pas mal de retours d'expérience de vie, mais plus de réalisation, tu vois, de choses dont je me rendais compte, parce que c'était en plein pendant ma période où
Je m'étais lancé le défi de quitter mon job, chose que j'ai réussi à faire. Et donc, ça accompagnait cette transition de vie finalement où c'était ah bah voilà, ces derniers jours, je me rends compte que quand je fais ceci ou cela, voilà ce qui se passe. Euh, donc, c'est beaucoup de curiosité finalement. Et puis, il y avait des épisodes qui étaient complètement à l'arrache où c'était euh, spontané a cappella, comme on dirait. Et d'autres épisodes où il y avait un plan un peu plus détaillé, quoi. Ouais, t'avais un peu ce côté où t'enregistrais, je crois que des fois tu prenais ton téléphone et t'enregistrais comme si c'était au téléphone dans la rue. Exactement. En sortant du boulot, typiquement, je marchais et c'est sur le retour du taf, j'avais le téléphone sur l'oreille, effectivement. J'ai fait beaucoup d'épisodes comme ça, hein. C'était complètement. Mmh. C'est ça que je trouvais cool aussi, c'est qu'il n'y avait pas de limite à la création, pas de contraintes. Enfin, pas de contraintes. Tu vois, tu sors ton smartphone, tu appuies sur dictaphone et tu parles, quoi. C'est ce que j'entends Ouais, par c'est pas de clair. contraintes, mais du coup, ça devient des contraintes dans le sens où la qualité du son, elle sera pas top, il y a du bruit autour, t'es pas posé à ton bureau avec un papier sous les yeux. Donc, j'ai bien aimé ce côté jungle un peu, quoi. Ouais, je vois. Moi, effectivement, dans mon cas, je pense que j'ai beaucoup pris du contenu et je l'ai remis à ma sauce, justement, un peu de cette façon-là. J'étais, pendant un long moment, agrégateur et en fait, ce concept d'auteur, j'y avais jamais pensé, tu vois? Je me suis jamais dit à un moment donné, que enfin, j'ai pas du tout ce concept en tête et c'est Victor Ferry qu'on avait invité, sur un épisode de Systemator et qui, a parlé un petit peu de ce concept et qui a en gros dit que c'était important de développer sa patte. Si on voulait vraiment être unique, si on voulait vraiment sortir du lot, bah finalement, les gens qu'on cite tout le temps, c'est des auteurs, tu vois. Quand on parle par exemple de Deep Work, on pense au bouquin et à l'auteur qui l'a écrit et plein d'autres concepts comme ça. Et Mm. finalement, ces gens-là, alors peut-être qu'ils ont pris plusieurs idées et qu'ils les ont conceptualisées ensemble, mais ils ont souvent créé leur propre mécanisme, leur propre concept. C'est sorti de leur tête, tu vois. Et c'est quelque chose un peu qui m'obsède un peu depuis, de me dire comment est-ce que je peux faire pour créer mes propres concepts et essayer de les populariser en quelque sorte. Alors soit par le style de la façon euh, dont tu vas écrire les différentes choses ou la façon dont tu vas les présenter. Et, euh, et j'essaie d'aller de plus en plus loin là-dessus. Et ce que me disait Victor Ferry, c'est qu'au bout d'un certain moment, euh, lorsque tu as atteint un certain niveau dans une compétence, tu peux te permettre de le faire et tu peux te permettre et te forcer surtout de tout sortir de ta tête. C'est-à-dire qu'en gros, tu as assez d'expérience, assez de contenu que tu as assimilé et utilisé pour pouvoir conceptualiser des choses, mettre des mots sur certains termes, sur certaines pratiques, sur certains schémas de pensée qui reviennent et ainsi essayer de les démocratiser. Ouais, effectivement, c'est un bon moyen de faire. Et comme le dit Victor Ferry, si tu veux te démarquer, t'as besoin de vraiment réfléchir en profondeur à ce que tu apportes au monde et de travailler ton raisonnement. Mais encore une fois, ça ne se fait pas en un jour, d'où bah, la réponse à ta question initiale. On commence toujours par être agrégateur parce que par définition, on absorbe du contenu, on absorbe des informations. Même, encore une fois, je fais référence même au bébé. Ça commence comme ça, quoi. On expérimente le monde et, euh, et ensuite on est en mesure de créer et d'être davantage dans la production. Yes. J'ai Ouais. entendu un truc, j'ai entendu un truc intéressant récemment, c'est que quand quand tu reprends une idée telle qu'elle est, c'est du plagiat. Mais si tu prends deux idées différentes et que tu les maries entre elles, tu leur fais faire des bébés, comme on dit, eh bien là, c'est de l'innovation. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai l'impression il y a de ça aussi dans le fait d'être auteur. C'est aller mixer des disciplines qui n'ont pas forcément beaucoup à voir ou rien du tout à voir entre elles initialement. Il faudrait que j'aille voir parce que là je suis pas certain, mais il me semble que The Infinite Game de Simon Sinek, il y avait déjà un bouquin qui parlait des jeux infinis. Je crois que ça s'appelle Jeux infinis d'ailleurs au pluriel. Je vais aller vérifier sur Google pendant que je vous parle. Et, euh, et je pense que Simon Sinek a poussé le concept plus loin. Et, et on a l'impression que c'est totalement nouveau alors que c'est quelque chose qui était déjà là, quoi. Et ce Et livre-là, il est sorti avant celui de Simon Sinek, si je dis pas de bêtises.
Et alors en quoi du coup Simon Sinek révolutionne un petit peu le genre, par exemple? Euh, Bah moi, j'ai lu que celui de Simon Sinek. Ce que je sais, c'est que il va très loin. Il en parle avec passion dans le monde des entreprises, dans la vie. C'est quoi le sens de la vie? On est là pour aider quelque chose de plus grand que nous à se développer. Et peut-être que dans le livre de, alors c'est James P. Cars qui a écrit donc Finite and Infinite Games, les jeux finis et infinis. Il est peut-être un peu plus terre à terre par rapport à ces deux notions. Donc, encore une fois, il faudrait que je prenne le temps de lire toutes les critiques. Mais c'est marrant de voir que on n'invente jamais quoi que ce soit de zéro, en fait. Même si tu fais une expérience, par exemple, je sais pas, dans ton congélateur, je sais pas, tu fais des glaces à base de légumes, je dis n'importe quoi, et tu te rends compte que au niveau des nutriments ou les vitamines, elles sont conservées à telle température et tout. Il y a sûrement des gens qui l'ont déjà fait, tu vois, ça. Ouais. Après, pour l'exemple justement de Simon Sinek, lui, pour le coup, il est ultra connu pour la question du pourquoi. Tu vois, et au final, bah, la question pourquoi, c'est un concept, on va dire, tu vois, c'est un concept universel qu'on a depuis des milliers d'années. Mais au final, lui, il a vraiment démocratisé sur cette question du sens. Et aujourd'hui, il est cité partout. Il a eu un succès énorme, un TED Talk qui est un des plus regardés du monde. Et quand tu parles du pourquoi, tu penses à Simon Sinek ou quand tu fais des recherches, tu finis par tomber sur lui. Tu vois. Mm. Il a réussi à allier un mot avec sa personne. Et ça, Ouais. c'est typiquement là où tu passes de l'agrégateur à cette case de quelqu'un qui va devenir petit à petit euh, épique, un peu légendaire, quoi. Tu vois, qui va Mm, rester mm. longtemps, qui va se développer. Au final, le TED Talk du Trouver son pourquoi, il est assez ancien, quoi. Il date de plusieurs années. Et pourtant, on continue d'en parler encore et encore. Ouais, ça me fait penser quand j'étais étudiant en Nouvelle-Zélande en échange universitaire. euh, Bah, je faisais du marketing et un de mes profs de marketing nous avait parlé de Simon Sinek. Donc tu vois, c'était en 2012, ça ne rajeunit pas. Et le TED Talk a dû sortir, ouais, avait dû sortir quelques années avant, quoi. Et c'était déjà un gros truc à l'époque, en tout cas pour ce prof-là. Ouais, le TED Talk date de 2009, a priori. Ouais. Donc, ouais, effectivement, Et c'est. il a écrit son livre après le TED Talk d'ailleurs. Ça a Ouais. tellement cartonné qu'il a écrit le livre après. Et au final, il me semble qu'il. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a expérimenté ça déjà avant. Donc, il a créé son concept, il a modélisé son concept, il l'a testé, et il a créé cette méthodologie avec les fameux cercles d'or dont il parle dans Mm, mm. Alors, si vous l'avez jamais vu, vraiment, c'est un peu un incontournable. Je pense qu'il faut quand même le voir. Il est quand même assez intéressant et la théorie défendue est intéressante. Ne serait-ce que pour construire vos pages web, vos contenus, etc. C'est un très bon exercice à ce sujet-là. Yes. Un autre truc qu'a dit Victor Ferry que j'ai trouvé assez intéressant, et justement, ça va à l'encontre de ce que je viens finalement de faire, c'est la citation. Et ce qu'il expliquait, c'est que quand tu vas citer quelqu'un, c'est là où tu fais preuve de faiblesse intellectuelle. Dans le sens où, si tu veux devenir quelqu'un un petit peu de légendaire, tu as un peu ce truc où tu dois faire en sorte d'être cité plutôt que cité. Mais donc, ça veut dire que tu dois jamais citer les autres, c'est ça? Bah, a priori, en tout cas, le faire le moins possible, mais c'est vrai qu'on a un peu cette surtendance à la citation, tu vois? On a même des Instagram complets de citations, donc où tu as des gens, tu vois, qui vont reprendre des citations célèbres ou inspirantes ou, tu sais, les recherches Google sur les citations inspirantes et les partager un peu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une pratique finalement qu'on voit depuis pas mal d'années et qui continue d'être fait. Et au final, tu vas plus retenir la personne qui a dit telle ou telle phrase plutôt que la personne qui a posté le contenu, tu vois? Tu retiens jamais la personne qui, E cite. Exactement, et dans ce cas précis, on est typiquement, dans, le cas de figure de l'agrégateur. Exactement. Du coup, il y a une vraie valeur ajoutée à formuler les phrases de sa propre façon, tu vois? Avec ses propres mots. D'essayer vraiment de se creuser un peu plus la tête plutôt que citer. En gros, citer, c'est un petit peu la facilité, alors qu'en gros c alors qu'en fait, si tu, réfléchis vraiment avec tes mots à toi pour, poser un concept, là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que c'est toi qui pourrais être repris et recité par les autres. Mmh. Ouais, c'est intéressant. C'est que ça nous donne presque une idée de livre.
Piquez-nous l'idée si vous voulez, maintenant, c'est le moment. Non, mais tu sais, de créer un. C'est pas un truc que j'ai envie de faire maintenant, mais je me dis, ah ouais, écrire un livre là-dessus sur les auteurs et agrégateurs et c'est quoi la différence. Viens, on propose à Victor Ferry, je suis sûr qu'il sera chaud. Ouais, ouais, Dans, mais je quel- pense qu'il dans il vient quelques juste années. de finir son livre à lui, donc qui va D'accord. sortir en Ça se septembre. trouve, il va parler de ça, hein. Enfin, Peut-être qu'il au en cœur. parlera. Ça serait marrant. Mais en tout cas, je pense que quand tu écris un livre, tu attends un petit peu, au moins un an Mhm. avant de refaire. Yes, yes. Est-ce que tu sais, parlons de citation, est-ce que tu sais d'où vient la citation les grands artistes copient, les génies volent? Qui c'est qui Pablo Picasso, je dirais. dit ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est une des phrases préférées d'Oussama Hamar, qui cofondateur de The Family et qui est cité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Beaucoup, il a fait énormément de conférences en ligne. C'est quelqu'un que personnellement je trouve très intéressant. Mais tu vois, en fait, il est tellement cité et repris, on dit tout le temps, et comme dit Oussama Hamar, ta 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 ta. Et en fait, ça a contribué justement à sa légende. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait tellement de conférences qui ont toutes été filmées et qui ont inspiré tellement de gens, qui ont un certain succès, qu'aujourd'hui, il est cité encore, encore et encore. Et tout ça Mhm. contribue en fait à construire un peu sa légende en quelque sorte. Et cette phrase-là, finalement, je l'ai plus souvent entendue de sa bouche euh, que, que vu des contenus de Picasso qui dit ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et finalement, tu vois, il y a certains contenus où il va dire, bah, comme disait Pablo Picasso, ta 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 ta, mais dans la plupart du temps, il va pas le citer. Il va faire comme si c'était lui qui avait donné cette phrase. Et du coup, les gens vont le reprendre, tu vois, en quelque sorte. Mhm. Donc ça, c'est aussi ça un moyen intéressant, tu vois, euh, de faire paraître une idée aussi là-dessus, qui a un petit peu de la facilité. Mais voilà, j'avais envie de le placer aussi ici parce que c'est un concept assez marrant. Mais ça veut dire que du coup, si je t'avais répondu Oussama Hamar au lieu de Pablo Picasso, j'aurais été dans le vrai aussi d'une autre manière, quoi. D'une certaine façon, ouais, mais la vérité, tu vois, ça se trouve, on sait pas, Picasso l'a peut-être piqué à quelqu'un d'autre qu'on ne connaît Ouais. pas, qui a disparu dans l'histoire, tu vois. Bah, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'en plus, là, il y a un effet Inception, il y a un effet mise en abîme, c'est-à-dire que la citation te dit que les grands se permettent de voler, de prendre les idées et de se les approprier. Et Oussama Hamar, en l'occurrence, s'est approprié cette citation et s'approprie de manière générale les citations ou voilà, les concepts en les balançant comme ça sans, sans dire d'où ça vient. Quoi. Et parfois, ça vient j'imagine que ça vient de lui totalement, et puis parfois non. Quoi. Exactement. Et j'ai lu récemment, tu vois, que tu sais, la phrase légendaire de Ford, si on m'avait demandé ce que les gens voulaient, j'aurais fait des chevaux qui aillent plus vite. Mm. Apparemment, il y a des doutes comme quoi ça ne viendrait pas de lui en fait. Mais dans l'histoire populaire, tout le monde pense que ça vient de lui. Tu vois, et ça ne changera jamais. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être une toute petite majorité des gens qui seront renseignés sur ce sujet. Peut-être vous qui écoutez ce podcast qui sauront que potentiellement ça ne vient pas de lui, qui auront fait des recherches approfondies là-dessus. Mais globalement, tu vois, dans le courant populaire, cette phrase a tellement été citée, reprise encore et encore, qu'aujourd'hui, bah, Henry Ford, il est épique, quoi. Il est légendaire, tu vois. Ouais, ouais. Il atteint ce niveau-là, en fait. Ouais, ouais. C'est un peu comme Tesla et Thomas Edison, quoi. Au niveau des Ouais, inventions, quoi. Edison, voilà, il paye à Tesla et il a tout mis à son nom. Alors, je dis ça dans les grandes lignes, quoi. On va pas rentrer dans ce genre de débat, mais effectivement, c'est quand même. C'est c'est- c'est- c'est monnaie courante, quand même, ce genre de choses. c'est ça. En tout cas, c'était un sujet qui, je trouve, méritait un peu de temps pour le développer, puisque c'est intéressant d'y réfléchir, tu vois. Ça tend d'y réfléchir non seulement quand tu crées du contenu, mais d'une manière générale, aujourd'hui, on est tous amenés à prendre la parole. On est tous amenés à écrire sur les réseaux sociaux, à parler de nous, à développer notre image personnelle, que ce soit pour la boîte qu'on fait aujourd'hui, la boîte qu'on fera demain ou le job qu'on aura demain. Tu vois, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et au final, le fait d'avoir ça en tête et petit à petit d'essayer de tendre vers ce côté, je vais essayer d'un petit peu moins citer et de formuler les idées, de prendre le temps de formuler les idées, même si ça claque peut-être un peu moins au début, tu vois, ce qui est logique. Mm. Mais de prendre le temps de vraiment de formuler les idées pour ouais, les dire à ma façon et les communiquer à ma façon, bah, ça vaut le coup. Et sur le long terme, ouais, il y a vraiment un vrai intérêt à le faire, je pense. Ouais, ouais. Et puis faire les choses par soi-même aussi, je crois, encore une fois. C'est tester des choses et être en mesure de parler de son expérience aussi. Parce que c'est ton expérience et au moins tu es sûr que c'est la tienne, tu vois, tu peux en parler. Ouais, Euh, Par rapport à effectivement être juste dans ah ben j'ai entendu parler de telle chose,
du coup, c'est ouais, voilà, comment être plus productif, tu sais. C'est un petit peu une des grandes thématiques de Systemator, mais moi, je me rends compte que il n'y a rien de tel que le pratiquer vraiment et ensuite parler de ce que tu fais et ce qui marche vraiment pour toi, plutôt que de d'énoncer plein de concepts qui sont certes hyper intéressants, mais dont tu vas pas appliquer le dixième. Quoi. Mais je dis ça après, encore une fois, l'idée, c'est pas de nous lancer la pierre, hein, ni à vous qui nous écoutez, c'est plus de se dire, ok, sur quelles sont les thématiques sur lesquelles je suis vraiment légitime. Enfin, c'est pas une question de légitimité, mais dont je peux parler en connaissance de cause pour les avoir mises en place. Mmh. Voilà, c'est plutôt ça en fait. Ça veut pas dire que t'es pas légitime de parler de quelque chose que tu n'as pas fait, mais ouais, moi j'en reviens un petit peu à de tout ce contenu web, de on te dit les choses sont comme ci, sont comme ça. On avait eu un débat, Seb, on va pas remettre ça sur la table, mais par rapport à la question des un peu dans la société, toutes les relations hommes-femmes, euh, comment gérer tu vois, les relations sociales de nos jours. Et je me rends compte en fait que la meilleure chose que j'ai à faire, c'est de fermer mon laptop, fermer mon MacBook et d'aller dans la rue et parler aux gens euh, en arrêtant de voir les schémas psychosociologiques derrière, en me disant ah bah attends, telle personne elle fait comme ça parce qu'elle appartient à telle catégorie socio-professionnelle. Et ouais, arrêter la masturbation intellectuelle et juste sortir de chez soi, quoi. Moralité, couper ce podcast tout de suite et non, pas du tout. Mais Non, mais non, c'est un peu ça, effectivement. S'il y avait une phrase dans le podcast, ce serait ouais, effectivement, sortez de chez vous et se décoller un peu de l'écran, quoi, de manière générale. en fait, il y a les 2 phases qui sont importantes. Je pense que c'est très important justement de pas rentrer dans des dogmes, tu vois? Ça, c'est le pire ennemi de la pensée, quoi. C'est, par exemple, je vais appliquer, l'ensemble d'un contenu de A à Z sans réfléchir, vraiment, comment il fonctionne et cetera, tu vois? Mm. Versus, se dire: «Allez, bah, j'écoute plus rien et je désinstalle YouTube et j'écoute plus jamais de contenu», tu vois? Non, bien sûr. L'idée, c'est pas de forcément rentrer dans les dogmes et justement, tu peux être auteur tout en étant agrégateur, tu peux être agrégateur tout en étant auteur, tu vois. L'idée, c'est juste, en fait, il n'y a pas, on l'a présenté au départ comme un conflit, mais c'est pas vraiment ça en réalité. Il n'y a pas vraiment de conflit. L'idée, c'est plutôt euh, de, de connaître un petit peu, de conscientiser un petit peu ce concept-là, et puis bah, de temps en temps faire l'effort d'aller tendre vers ce côté-là. Tu vois. Je pense que c'est finalement ça un peu la clé, ce qui est intéressant de faire et ce qui est intéressant de mettre en pratique pour vous. Quoi. Ouais, vers le côté auteur, effectivement, si vous voulez marquer le monde de votre empreinte d'une manière ou d'une autre. Voilà Wesley, je pense qu'on a fait le tour de cette thématique. Heu, C'était assez court, mais je pense que c'est un sujet qui était intéressant à développer, et à vous parler. Donc voilà, si ça vous a plu, ce que je vous propose, c'est, d'en parler autour de vous, de nous donner votre avis, en commentaire sur Apple Podcast, dans les commentaires et puis, voilà, mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu. Je vous rappelle qu'à 20 évaluations sur Apple Podcast, on fait un épisode complet, pour le coup 100% agrégateur sur tout ce qui est modèles mentaux et comment vous pouvez utiliser des modèles mentaux pour justement votre quotidien. Et on a fait un épisode assez long déjà sur ce sujet, Wesley. Mm. Et on en est à 19 avis, donc si voilà, toi qui nous écoutes, tu es peut-être le prochain ou la prochaine à débloquer le compteur. Exactement. Allez, on passe au truc de la semaine. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Alors, mon truc de la semaine, c'est ma pendaison de crémaillère, épisode 2. Toi, Seb, tu étais venu à la première. Et là, ce dont j'ai envie de parler, c'est pas forcément de la soirée de crémaillère en soi, parce que bon, on est au mois d'août, il n'y a pas grand monde, on était une petite dizaine, c'était sympa, petit comité. Mais c'est le fait d'inviter des personnes et de parler avec elles, des gens que je connais déjà, parfois c'est des potes de potes, et de me rendre compte que la plupart des missions que j'ai obtenues dans la conception-rédaction web et même dans la musique, c'était via mon réseau, mais plus particulièrement parce que j'avais fait une petite action qui m'avait mis en face de la personne, alors en face, soit physiquement ou soit virtuellement, mais en tout cas qui m'avait mis en phase avec la personne. Et la personne, comme par hasard, me dit ah bah Westé, je pensais à toi justement. En ce moment, je connais quelqu'un qui recherche quelqu'un comme toi avec ton profil. Et c'est marrant de se rendre compte que ouais, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour trouver du taf, des missions. C'est juste dire bonjour.
Et justement, ça me l'a fait à cette crémaillère-là. Euh, Juste parce que tu t'invites quelqu'un ou tu vas demander des nouvelles à quelqu'un, et bien la personne, elle va. En fait, tu vas repasser devant un peu dans son fil d'actualité, tu vois, dans son fil d'actualité de ses connaissances et de ses amis. Tu vas passer tout en haut, un peu sur la pile de courrier ou dans les emails, tu vas être le plus frais, le dernier arrivé, en non lu. Et donc, la personne, elle va cliquer dessus. Et dans sa tête, elle sait que. Alors, il faut qu'elle ait un vrai besoin, c'est pas toujours le cas. Mais si elle a un besoin, eh bien, elle va pas se faire chier à aller voir la page 3 de son Gmail, au sens figuré du terme. Elle va regarder les 2-3 premiers. Et donc, si en l'occurrence, vous faites partie de ces 2-3 premiers parce que vous avez ce muscle et ce réflexe de rester en bons termes sociaux avec les gens et de vous enquérir de leur bon état de santé, que tout va bien dans leur vie, eh bien vous êtes en pole position. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Donc, peut-être une thématique qu'on pourra développer d'ailleurs, parce Carrément. elle est intéressante. Voilà, cette forme de vente finalement qui est pas délibérée. Moi, je me dis pas, je vais faire ça et du coup, j'aurai une mission parce que je sais même pas si je vais prendre la mission en question qu'on me propose et tout. Mais, En fait, c'est mais mécanique, c'est hyper intéressant, quoi. il se passe des choses en fait. Euh, je me souviens, j'avais fait une soirée chez moi et pour rigoler, il y avait une pote qui me dit ouais, en ce moment tu m'envoies beaucoup moins de messages qu'avant, qu'est-ce qui se passe, machin et tout. Et j'ai sorti le tableau blanc et j'ai fait un schéma, tu vois. J'ai fait le schéma du fil de conversation que tu as sur Messenger. Donc c'est le même que tu as sur Messenger ou WhatsApp. Mmh. Mais en gros, tu vois, tu as la liste des gens à qui tu as parlé. Tu as peut-être les 5-10 dernières personnes à qui tu as parlé en top position. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que il suffit que tu parles à des personnes un peu différentes pendant un moment pour que tu descendes du fil, en fait. Et que du coup, je te vois plus. Et du coup, je pense plus à toi. Ouais. Et tu vois, il y a un peu ce côté ah là, là il pense plus à moi, c'est terrible. Mais en fait, le truc, c'est que si tu regardes d'un point de vue un peu, enfin, si tu regardes d'un autre point de vue, d'un point de vue plus humain, tu as un peu ce côté, tu as un mécanisme qui s'appelle le déclencheur, où en fait, ton cerveau va faire naturellement des associations avec ce qui est accessible rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je vois la photo d'un ami, je fais ah bah je pense à lui, hop, tac, et le lien est fait, et j'envoie mon message, tu vois. Et souvent, ça m'arrive de penser, tu vois, à des personnes à qui je n'ai pas parlé depuis longtemps, quand je fais des trucs totalement random, que je suis dans les transports en commun, par exemple, ou peu importe, tu vois, que tu fais une action où tu es, seul face à toi-même, en quelque sorte. Là, tu vas penser à d'autres personnes à qui tu n'as pas parlé récemment. Mmh. Mais quand tu es dans un environnement, tu vois, où justement, tu as un peu ce côté, ouais, tu remontes dans la pile, quoi. Et c'est vraiment intéressant là-dessus de jouer un peu là-dessus, de prendre régulièrement de nouvelles des gens, pas forcément de manière intéressée. Je pense que l'important, c'est que ce soit sincère avant tout. Bah, justement, Et ouais. voilà, c'est ça qui compte, quoi. Justement. Mais c'est vraiment intéressant, effectivement, pour avoir un titre un peu comme ça, remonter dans la pile. Les gens vont se dire, c'est quoi il parle? Remonter dans Gmail. Non, non, mais évidemment que tout est toujours lié, c'est-à-dire que quand vous le faites de manière purement désintéressée, enfin, intéressé dans le sens de voir la personne parce que vous kiffez cette personne, si on peut dire que c'est intéressé, euh, bah, il va forcément se passer des choses au bout d'un moment. C'est tout, quoi. Hein. Nous, on est allé en Ouais. Islande et on regarde, aujourd'hui, je bosse avec Alexandre Cormon et c'est un peu un effet papillon, en fait, hein, derrière. Tu fais une petite action ou une grande action et tu te rends pas compte que cette action-là, et en fait, la somme de plein d'actions qui sont en parallèle, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ça fait que tu te retrouves dans 10 ans dans une situation qui n'a rien à voir avec ta situation actuelle. Donc, oser, aujourd'hui, c'est le maître mot. Oser, sortez de chez vous et aussi restez chez vous Et reprendre des contacts avec les gens et reprenez que vous contact avec kiffez, les quoi. gens. Voilà. Seb, il reste un truc de la semaine. Ouais, alors nous, on a mis en place un truc depuis 2 semaines qui s'appelle le goûter LinkedIn. Donc en gros, on a chopé une formation de Germinal sur LinkedIn. Donc c'est la formation de Grégoire Gambato qui est passé sur le podcast. Super épisode d'ailleurs. Je vous encourage à aller l'écouter si c'est pas fait. Un super parcours et plein de choses intéressantes. Et en fait, du coup, on a voulu faire en sorte que la boîte se mette vraiment à poster régulièrement du contenu sur LinkedIn. Du coup, on suit cette formation tous les lundis après-midi. Hmm. On met la vidéo, on regarde tous ensemble, on prend des notes, on se marre bien. Et après, on a mis en place un battle. Donc en gros, on a coupé l'équipe en deux, on a fait 2 équipes de deux, et l'objectif, c'est que à la fin euh, de 2 semaines, on regarde qui c'est qui a fait le plus de portée parmi Hmm. les 2 équipes, tu vois. Hmm.
et l'équipe qui gagne va gagner genre un cookie, ou tu vois, un truc à la con comme ça, quoi. Ouais. Et ça met vraiment une cohérence dans l'équipe, ça donne envie un peu à tout le monde de participer, d'essayer des choses C'est une excellente et de idée, se ça. lancer un peu dans ce côté du contenu. Et ouais, c'est super marrant et c'est une façon, tu vois, un peu ludique de consommer des formations et de les appliquer surtout. Ouais, Le ouais. plus important, c'est pas de consommer la formation, c'est de l'appliquer. Et en fait, le rendre ça un peu marrant avec des jeux, mine de rien, pas photo, quoi, ça marche. Ouais, gamification. Gamification. C'est ça. Et tu vois, on l'a un peu fait en mode Fight Club, tu vois, il n'y a, y a pas vraiment de règles, tu vois. Genre, tous les coups sont permis. Et notamment, Alexis, il a fait un post sur son recrutement. En gros, il expliquait que bah, il est passé de luthier à monteur vidéo juste grâce à une phrase d'un pote qui lui disait hey, salut, tu veux pas devenir monteur vidéo et tout, tu vois. C'est ce que je lui avais envoyé aussi à l'époque. Dingue. Et j'ai vu que son post, il a bien marché, tu vois. J'ai vu qu'il y a des gens inconnus qui ont fait ah bravo Alexis et tout, c'est cool, bravo, chouette parcours, les opportunités, c'est important, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai copié-collé son post limite, tu vois, c'est-à-dire que j'ai repris exactement le concept et je l'ai fait sur mon mur, tu vois, pour voir un peu si ça marchait ou pas. Les grands artistes volent. C'est ça. Alors là, pour mon coup, pour le moment, moi, j'ai eu le pire score depuis. Je me suis fait karmatiser, tu vois. J'ai eu le pire score depuis un mois de post LinkedIn, je pense, 1 ou 2 mois de post D'accord, LinkedIn. d'accord. Mais du coup, c'est assez marrant, tu vois, parce qu'il y a un peu ce côté ah, tu m'as pris mon idée et tout. Enfin, oui, mais il n'y a pas de règles, tu vois, et c'est assez rigolo. Il y a vraiment un côté, tu vois, vraiment battle qu'on assume jusqu'au bout et l'important, c'est qu'on se marre bien et surtout que la boîte progresse, quoi. Top, top. Donc j'en déduis que vous n'êtes pas dans la même équipe avec Alexis. C'est ça, nous sommes adversaires, mais peut-être que la semaine prochaine, nous changeons les équipes. Là, je suis avec ma collègue Camille, la CEO de la boîte, la grande patronne, tu vois, voilà, la présidente. Euh, mais la semaine prochaine, ça changera probablement. Yes. Et j'espère gagner en tout cas le cookie. En tout cas, Alexis, là, on est dans la même team pour le montage, frérot, pour le montage du podcast. Ne taille pas trop dans l'intro, s'il te plaît. C'est ça. Voilà. Donc non, voilà, c'était le petit truc que je voulais partager. Ok, bah c'est cool. J'ai l'impression qu'on a battu des records en termes de durée, mais dans le bon sens cette fois-ci. C'est ça. Donc, on a enfin fait un épisode écoutable. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Vous dites-nous hein, si les contenus courts vous préférez aux contenus longs. On Enfin, peut s'adapter. Mais globalement, on a essayé de changer. On n'y est jamais trop arrivé. tout est On fait beaucoup relatif, hein. d'efforts. Tout est relatif. Là, c'est un contenu médian, quoi, en termes de longueur. 40 C'est minutes, ça. ça commence à faire déjà pas mal. Cela dit, si on chauffe, je pense qu'on peut durer encore 1h30. Ah bah ouais, aujourd'hui, là, sur l'agrégation, j'étais chaud, là. Bref, sur ce, bah écoutez, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre des avis, notamment sur Apple Podcast. C'est super important pour nous pour développer le podcast. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine, lundi prochain, pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Ciao, ciao.